L'intérêt que nous avons l'un et l'autre pour nos communications est réciproque. J'ai beaucoup appris de vos interventions, spécialement lorsque vous nous avez bien fait voir que le Nigeria, en 60 ans de production pétrolière, n'est jamais parvenu à établir un niveau satisfaisant de contenu local. Bon, cependant, je pense que nous ne devons pas mésestimer donc les atouts que nous devons en cette matière-là, et d'abord l'implication des hautes autorités, cette question depuis le début. Une société civile forte qui concourt non seulement donc, par une position critique, mais également par une force contributive. C'est extrêmement important. Je pense que c'est l'un des succès, l'une des recettes du succès. Et la mobilisation d'experts, donc c'est la énième fois que vous venez ici, je pense, depuis que nous avons commencé à appeler le pétrole et le gaz. Je pense que ça, c'est des éléments qui mirent en faveur d'un certain succès, en tout cas qui nous laissent espérer. Ensuite, les politiques de contenu local, en fait, elles constituent une pression. Elles constituent une pression sur l'investisseur pour le pousser à faire en sorte qu'une bonne partie de l'activité échappe aux nationaux. Je ne dirais pas que c'est un vieux peu, mais c'est une forme de pression maximale pour obtenir, je pense, un niveau satisfaisant donc, de la valeur ajoutée. Lorsque nous fixons un objectif de 70%, 80%, nous savons pertinemment, et d'ailleurs, une bonne partie des marchés les plus importants sont en train d'être octroyés avant même que nous ne mettions en place nos dispositifs réglementaires. Nous sommes parfaitement conscients de nos limites sur cela. Mais nous disons que c'est une exploitation, une activité qui s'étale sur 30 ans, et il n'est pas mal de partir tôt et de mettre la pression sur ceux qui octroient des marchés pour qu'une partie importante de la valeur ajoutée nous échappe. Lorsque vous entendez ceux qui dirigent les entreprises pétrolières qui sont là, BP, dans leur communication, ils insistent tout le temps donc, sur la part de la valeur ajoutée qui commence à échoir aux Sénégalais. Ils insistent, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a des attentes. Mais cette attente-là, elle s'exprime comment? Elle s'exprime d'abord par la réglementation, exprime par l'activisme, l'activité de la société civile. Donc il y a une forme de pression c'est une activité gagnant-gagnant. C'est pour ça que je dis que nous ne devons pas non plus sous-estimer donc, nos atouts. Nous ne devons pas surestimer également les dangers. C'est pour ça que je dis, regardez, partout au monde, tous les pays au monde sont insérés dans un réseau de TBI, également dans un réseau d'accords commerciaux. Les relations économiques mondiales sont réglementées par un ensemble de traités, le cadre juridique de l'OMC pour le commerce, les TBI pour l'investissement, les cadres libre-échange, etc. Mais cela n'empêche pas que dans chaque pays, vous allez vous trouver des politiques de préférence nationale. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est ce réseau-là, réglementaire, qui régit les opérations de commerce international, d'investissement, laisse exister un cheminement par lequel on peut passer. D'où l'importance de la maîtrise de ces questions-là. Les questions qui régulent les opérations de commerce et d'investissement. C'est pour ça que les aspects juridiques, qui sont l'un des aspects de la technostructure à avoir pour réussir dans cette zone, sont extrêmement importants. La question des rapports entre les TBI et les elle a été posée, mais souvent de manière vague, de manière générale. Mais il est important de voir en quoi ces TBI-là peuvent constituer une entrave commune locale et en quoi nous pouvons, disons, tirer profit de la réglementation, disons, des possibilités que nous offre cette réglementation. Parce que les autres pays, quand vous regardez le filtre sur l'investissement, tout le monde le pratique. L'Union européenne est en train de préparer une directive sur le filtre de l'investissement. Pourquoi? C'est un filtre qui vise essentiellement certains investissements, comme ceux de la Chine. Et pourtant, l'Union européenne également est un pays qui est également inséré dans un réseau de règles sur le commerce et l'investissement. Ce qui veut dire que ça n'empêche pas le fait de mener des politiques d'investissement, de préférence nationale. Il faut le faire intelligemment et de manière respectueuse des règles. Dr Esega parle de flexibilité. Parce qu'en réalité, même lorsque vous posez une règle de contenu local, il y a toujours une règle de sortie. On vous dit, c'est à condition qu'il y ait une offre suffisante en qualité et en valeur. Mais sinon, il y a une règle de sortie. Nous savons très bien qu'au début, ce sera de manière graduée que nous allons prétendre à cette valeur ajoutée-là. Et c'est l'important, cela montre l'importance de la régulation. Au début, nous disons, sur 10 ans, nous avons un objectif de 5%, sur 20 ans, etc. D'où l'importance de la question de la formation. Pour moi, elle est centrale dans un premier temps. Elle est plus centrale que tout le reste. Disons, tout l'argent qui sera récolté devra aller en priorité à la formation. C'est par cette formation-là. En réalité, c'est par... Quand vous regardez un pays comme la France, l'entreprise française, Total, mais la France n'a pas de pétrole. La France n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz. Mais qu'est-ce qu'elle possède? Elle possède la matière grise. Parce que les formations, si vous voulez faire une formation sur le pétrole, sur le gaz, vous allez en France, alors que la France n'a pas de pétrole.
La France a les capacités que ces pays-là ont à positionner l'expertise. La France a positionné de grandes universités sur la question du droit des investissements, parce que c'est un pays qui a des multinationales qui vont à l'étranger. Donc cette capacité-là qu'ils ont à créer l'expertise sur des domaines souhaités et à la positionner selon les intérêts stratégiques du pays, c'est là que nous devons mettre le curseur, à mon sens. Sinon, pour répondre sur une à deux questions, bon, quelqu'un a suggéré sur que la politique, que le contenu local ne soit pas mis en œuvre par une réglementation, une loi, mais plutôt qu'on laisse faire la réglementation communautaire. Mais je dis que ce n'est pas exactement la bonne voie. Vous ne pouvez pas obliger des entreprises à, disons, à pratiquer des politiques de préférence nationale s'il n'y a pas une norme qui les y contraint. Ce n'est presque pas possible. Également sur la question de la... Est-ce que les TBI finalement sont contre-productifs par rapport à l'investissement, par rapport à, disons, à l'activité? En fait, les TBI, la politique d'attraction de l'investissement, elle doit, disons, être en engrenage avec la politique de développement des capacités locales. Elle ne doit pas se porter en faux. Ce n'est pas parce que les TBI, leur orientation principale, on parle de promotion, mais en réalité, ils promeuvent l'investissement en le protégeant. Il y a des études qui ont été faites et aucune de ces études-là n'a abouti à un résultat évident sur la corrélation entre le fait de signer des TBI et l'attraction des investisseurs. Ce qui veut dire que nous devons faire attention aux investisseurs. L'investissement international ne développe un pays que si cet investissement s'articule avec le développement des capacités nationales. On n'a jamais vu un pays développé uniquement par l'investissement international. Si vous n'avez pas la capacité d'en profiter, de les articuler, donc avec les capacités qu'il faut au plan général, vous ne serez pas développé. C'est pour ça que même si nous devons accueillir les investisseurs et les protéger, nous devons le faire en les mariant avec des capacités locales que nous devons promouvoir. Donc voilà, disons les réponses que je vous donne à cette question.